Bonjour à tous. Donc moi, je suis Camille Vienne-Terry. Je travaille chez Loire-Atlantique Développement, donc je suis à la maison. Attendez, juste, je pousse ça. Et donc, je vais témoigner, ou en tout cas, oui, d'un retour d'expérience sur les plans guides Cœur de Bourg qui ont été cités par Madame Pavisa en introduction, qui sont un vrai gisement pour les projets de toutes sortes, et notamment pour la densification spontanée. Au travers d'une proposition qui va consister à développer des opérations d'aménagement, mais sur une troisième voie, pour intensifier et promouvoir la densification spontanée tout en l'encadrant, au travers de ce qu'on a appelé une opération d'aménagement participatif. Donc pourquoi cette troisième voie? Si vous vous rappelez de l'introduction qu'a fait le CAUE, le CAUE proposait deux types d'interventions, enfin opposés, une opération d'ensemble et l'initiative privée. Nous, on pense qu'il est possible de proposer une intervention publique qui, à la fois, qui aille au-delà des outils de planification réglementaire qui ont pu être développés par ailleurs dans les différentes présentations, sans pour autant proposer une opération d'aménagement sur un secteur assez vaste et avec une maîtrise foncière totale ou quasi totale. Donc intervenir sur des secteurs pavillonnaires en intégrant les logiques du développement privé. Ce type d'opération, elle existe. On est sur l'île de Nantes. C'est une opération qui, en tout cas dans ses premières heures, a fait ce pari-là. Mais sur les secteurs périurbains ou les secteurs pavillonnaires, ce type de logique aujourd'hui est très peu présent. Voilà. Alors, on va faire un petit détour par les plans guides Cœur de Bourg avec deux exemples. Celui de Leger, dans la CCSRA, Sud-Atlantique, et Généton, qui donc ont permis d'aborder le sujet de la densification spontanée, alors par la bande, entre guillemets, puisque l'enjeu prioritaire dans ces cœurs de bourg historiques, là vous avez l'exemple de Leger, avec un visuel qui a été produit par l'atelier L'eau, qui nous a accompagnés sur ce plan guide. L'enjeu prioritaire, ça reste le réinvestissement symbolique et pratique du cœur de bourg, avec des interventions sur l'espace public, le commerce, les services, le commun. Le logement vient accompagner ces transformations pour créer une offre locative qui est insuffisante au regard des besoins. Je vous donne là l'exemple donc de Leger avec un espace, donc la place Jules Ferry, qui est un espace qui ouvre sur les grands espaces de la vallée de la Logne. On est sur un site promontoire à Leger, avec un enjeu prioritaire pour la collectivité qui était de faire de cet espace, qui est un espace résiduel et un arrière, un espace actif sur lequel ouvrent les commerces et la crèche qui est là. Un espace qui donc ouvre sur ces grands espaces avec l'aménagement d'une séquence paysagère qui amène vers la vallée de la Logne. Le logement vient dans les interstices, dans des dents creuses, ici, là, mais il est, quelque part, il vient accompagner ces transformations et il n'est pas premier. Et d'une façon générale, sur ces plans guides Cœur de Bourg, on se rend compte qu'en tout cas, dans le Cœur de Bourg historique, les gisements fonciers, les opportunités foncières restent assez contraintes. C'est des fonciers morcelés, difficiles à lever, coûteux. Et donc, on s'est autorisé, dans l'exercice des plans guides, là vous avez l'exemple de Leger, à aller voir un peu, à faire un petit pas de côté, et aller voir en dehors du cœur du bourg historique, si on n'identifiait pas des gisements plus adaptés à développer une offre de logement qui, quantitativement et qualitativement, répondait davantage aux besoins de production à l'échelle de la commune. Donc là, Leger, vous ne voyez pas grand-chose à cette échelle. La place Jules Ferry est là, la mairie est là, la chapelle, le centre culturel. Et ici, vous avez un grand secteur qui est l'îlot Croix-Blanche, qui est un secteur de, je ne sais plus combien d'hectares, qui fait 4,5 hectares, et sur lequel, effectivement, on a identifié un potentiel de densification en proximité immédiate du centre-bourg. Je passe vite, et on reviendra sur cet exemple-là. Je vais zoomer sur cet îlot pour vous proposer ou présenter les modes d'action qui ont été proposés à la commune. Autre exemple, celui de Généton. Donc le centre-bourg de Généton, Madame Pavisa, vous m'arrêtez si je fais des erreurs. C'est Hélène Pasland qui a suivi ce projet avec l'appui de Patrick Guiton, qui, je crois, est dans l'assistant. Donc pareil, Patrick, tu arrêtes si je dis des bêtises.
Donc le centre-bourg historique est ici et les commerces se développent le long de la départementale. Le secteur de densification, en tout cas sur un secteur pavillonnaire, qui a été étudié et qui va vous être présenté là juste après, il est ici. Donc on est vraiment sur des secteurs qui sont en immédiate proximité du centre-bourg. Et je reviens sur ce que disait en introduction le CAE dans sa capsule. Il ne s'agit pas de proposer d'intervenir systématiquement de façon très interventionniste sur les secteurs pavillonnaires. Il y a bien évidemment à l'origine un plan guide, une réflexion à porter à une échelle plus large pour savoir sur quel secteur il est opportun de geler, quel secteur il est opportun d'encadrer la densification douce et sur quel secteur éventuellement il peut être intéressant d'engager des opérations d'aménagement sur une échelle plus large. Voilà, donc, selon nous, en tout cas, les critères qu'on a retenus là pour identifier ces secteurs, c'est la proximité au centre-bourg, un parcellaire ancien hérité du passé agricole des sites qui permet d'avoir des grandes lanières qui, dans la profondeur, développent une capacité à densifier, et puis des secteurs qui, malgré tout, subissent une certaine pression foncière avec, du coup, déjà des coûts partis, et donc un vrai enjeu pour la collectivité à maîtriser ces développements. Voilà, donc une fois ce repérage fait, là on revient sur l'EG. Sur l'île aux Croix-Blanches, je vous disais, 4,5 hectares, des coûts partis, donc du coup, voilà, des projets privés qui sortent d'ores et déjà, des potentiels de densification dans des fonds de parcelles en lanière hérités du passé agricole du site, et une capacité à construire du commun. Ça, c'est un autre critère essentiel. C'est que sur un îlot comme celui-ci, vu sa configuration, il y a un vrai enjeu à venir désenclaver, en tout cas créer des équipements communs pour on va dire, porter un développement qui soit cohérent, homogène. Ce type de développement ne peut pas se faire sans une intervention de la collectivité au travers d'un périmètre d'aménagement global. Donc là, en termes d'outillage, sur l'EG, on est à peu près à zéro, donc, puisque le plan guide a repéré ce foncier, qui a en fait un double enjeu ici de maîtrise d'un foncier stratégique en entrée de secteur. Voilà, on a commencé à entamer les discussions avec la ville. Le PF était présent aussi pour voir s'il ne peut pas ici y avoir un intérêt soit à maîtriser, soit à encadrer ce projet qui, sur 5 000 m², peut avoir son autonomie, mais qui, pour autant, va commander aussi le développement du secteur. Et une autre échelle d'étude, à l'échelle du périmètre d'ensemble, dans lequel on peut envisager effectivement que la collectivité prenne la main pour désenclaver et du coup déverrouiller le potentiel foncier sur les cœurs d'îlots, tout en proposant de mutualiser un certain nombre de fonctions de stationnement, d'espaces récréatifs, de passage de réseau, qui permettrait effectivement d'avoir un développement plus harmonieux que des développements en drapeau qui partiraient tous depuis les voies de desserte extérieure de l'îlot. Voilà, donc prochaine étape sur le G, peut-être une ZAD, je ne sais pas. C'est aussi un outil qui a pu être évoqué. On en est là des discussions avec la collectivité. Sur Généton, on est sur donc un secteur un peu plus grand, on est sur un îlot de 6,7 hectares. Et la commune a déjà posé des actes, puisqu'elle a déjà inscrit dans son PLU des OAP en grappe qui permettent de s'outiller pour la négociation avec les propriétaires privés, puisque, j'y reviens, j'ai peut-être pas suffisamment insisté, l'objectif n'est pas de tracer un périmètre et de tout maîtriser, mais bien d'avoir un secteur d'études au sein duquel on envisage à la fois de maîtriser un certain nombre de sites stratégiques, donc à la fois des fonciers stratégiques, ici il y a un foncier qui a été acheté par la commune, mais aussi de fonciers qui pourraient être nécessaires pour créer ce commun, donc du stationnement, une desserte, mais de laisser à l'initiative privée un certain nombre de développements tout en captant la valeur foncière créée par des outils qui existent, l'outil ZAC, l'outil PUP. Là, moi, je ne vous propose pas de nouveaux outils. Je vous propose une nouvelle façon d'envisager les projets sur ce type de tissu. Les outils existent, les acteurs existent. Ce qu'il est
Ce qui est nouveau, et ce qui peut être un frein aujourd'hui, c'est la temporalité dans laquelle ces projets vont s'inscrire. C'est pour ça qu'on l'a appelé opération d'aménagement participative. C'est bien toute la difficulté des projets participatifs, c'est leur durée, c'est la ligne qu'il faut tenir tout en étant en capacité d'être agile et d'absorber au fur et à mesure du développement du secteur toutes les évolutions qui ne manqueront pas d'intervenir, d'autant plus avec une logique de partenariat permanent avec les acteurs privés. Eh bien, écoutez, je crois que j'en ai fini. Merci.